rapport de force se poursuit au Sénégal entre le gouvernement et l'opposition. Le M2D, Mouvement pour la défense de la démocratie, a lancé un nouvel appel à la mobilisation pour un rassemblement pacifique ce samedi. Le MDD appelle le peuple sénégalais à un rassemblement pacifique à la place de la Nation à Dakar, le samedi 13 mars 2021, à partir de 15h, pour la libération des détenus. Le M2D avait suspendu des manifestations prévues mardi et mercredi, après plusieurs jours de violence qui ont fait au moins 5 morts, selon un bilan officiel, 11 selon l'opposition. Les tensions étaient retombées au lendemain de la libération d'Ousmane Sonko lundi, pressenti comme l'un des principaux candidats à l'élection présidentielle de 2024. Ousmane Sonko est inculpé pour viol présumé à la suite d'une plainte déposée contre lui par une employée d'un salon de beauté. L'opposant dénonce un complot contre lui pour l'évincer de la course à la présidentielle. Dès sa libération, il appelait au rassemblement. Il faut garder cette mobilisation. Il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même. Mais il faut surtout qu'elle soit pacifique. Il faut qu'elle soit pacifique. Aujourd'hui, le peuple a repris son droit confisqué depuis 9 ans par Macky Sall à la manifestation. Le peuple l'a repris de force. Il ne faut pas qu'on perde ce droit. Le président Macky Sall a lui appelé lundi les Sénégalais au calme et à la sérénité et exprimé son souhait de laisser la justice suivre son cours en toute indépendance dans le dossier de viol présumé qui vise Ousmane Sonko. Même provisoire, le bilan est très lourd à Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale. Une centaine de personnes ont été tuées et plus de 600 blessés après les explosions de dimanche qui ont ravagé un camp de l'armée et d'innombrables maisons. Dès dimanche soir, le président Teodoro Obiang Nguema avait annoncé une enquête pour déterminer les responsabilités. Selon lui, le sinistre avait pour origine un feu mal maîtrisé par un fermier à proximité des stocks d'explosifs et de munitions du camp. L'inamovible président qui dirige ce petit État d'Afrique centrale d'une main de fer depuis 42 ans accuse les responsables du camp de négligence. Il s'agit vraiment d'une négligence, d'une malveillance même. Pour ceux qui connaissent les effets de la dynamite, qui normalement, dans d'autres endroits, est gardée loin de la population et même sous terre. Le vice-président chargé de la défense et de la sécurité, Teodoro Nguema Obiang Mangue, surnommé Théodorin, est le fils du chef de l'État et présenté comme son dauphin. Depuis dimanche, il est omniprésent à Bata et à la télévision nationale sur les ruines, comme dans les hôpitaux. La ville de Bata abrite environ 800 000 des quelques 1,4 million d'habitants de ce petit État riche de son pétrole et de son gaz, mais où la grande majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. La Côte d'Ivoire s'est réveillée sonnée jeudi par la mort la veille de son Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'homme avait 56 ans. Il était populaire et apprécié. C'est un modèle pour la jeunesse et vraiment, ça me fait beaucoup de peine. C'est désolant vraiment. Qu'on perd de grands hommes comme ça, vraiment, je suis en deuil. Le décès en Allemagne des suites d'un cancer de celui que les Ivoiriens appelaient Ambak est survenu 4 jours après les législatives du 6 mars. Ces élections ont donné la victoire au parti au pouvoir, le RHDP, et se sont déroulées dans le calme. Une exception en Côte d'Ivoire, où les récents scrutins ont été émaillés de violence. De par ses connexions et le respect qu'il suscitait, Ahmed Bakayoko a contribué à l'apaisement de la vie politique de son pays. Et si nous avons eu ces élections législatives inclusives, c'est vrai que c'était l'orientation du chef de l'État, mais c'est vrai aussi que le commissaire Ahmed Bakayoko y a mis donc, du sien pour que tous les acteurs politiques arrivent à un minimum de consensus pour ces élections. D'abord, doit payer un grand homme. Sa mort n'a pas été une réelle surprise, puisqu'il avait été évacué à Paris pour y être hospitalisé le 18 février, alimentant les rumeurs les plus variées sur son état de santé et la nature de son mal. Ahmed Bakayoko occupait également le poste de ministre de la Défense et il sera remplacé temporairement par le ministre des Affaires présidentielles.
Le Soudan a commencé mardi à vacciner son personnel médical contre le Covid-19. Arrivé à Khartoum le 3 mars, le premier lot comprend 828 000 doses du vaccin AstraZeneca destiné à être administré aux quelques 414 000 employés du secteur de la santé. C'est une excellente chose de commencer avec nous, les infirmiers ou le personnel de santé, parce que nous sommes les plus exposés à cette maladie, et c'est très bien. Le Soudan est le premier pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à avoir reçu des doses du sérum acquises via le dispositif COVAX, créé par l'Organisation mondiale de la santé au bénéfice des pays les plus démunis. Toujours via COVAX, Khartoum doit obtenir d'ici fin septembre 3,4 millions de doses pour vacciner d'autres populations exposées. La prochaine phase commencera le 15 mai et 15% de la population sera vaccinée, ce qui inclut les travailleurs en contact direct avec le public, tels que les employés de banque, les policiers, les employés des transports, les fonctionnaires et les professeurs des écoles et des universités. Pays de 43 millions d'habitants, le Soudan a officiellement recensé près de 1900 décès. Depuis la destitution en avril 2019 de l'ex-autocrate Omar el-Béchir sous la pression populaire, le pays connaît une transition politique fragilisée par une profonde crise économique, héritée de ses 30 ans de règne et aggravée par la pandémie. Entre les pirogues qui naviguent autour des centaines de cabanes sur pilotis du lac de Nokoué, dans le sud-est du Bénin, une peinture géante prend forme sur un îlot de terre. C'est le travail de l'artiste français Saïp qui a transformé cette aire de jeu de la cité lacustre de Ganvier en œuvre d'art. Celle-ci fait partie d'un projet bien plus large, celui de créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde avec des mains entrelacées passées par Andorre, Berlin, Genève, Ouagadougou ou encore Turin et Istanbul. Un vrai défilé de mode. Ces jeunes font la queue pour acheter en avant-première un modèle exclusif de basket américaine. Cela se passe devant une boutique d'un quartier aisé de Johannesburg. Tous présentent aux pieds une panoplie audacieuse et colorée de modèles. Dans les grandes villes d'Afrique du Sud, la jeunesse rivalise d'inventivité et soigne ses baskets. Elles signent une singularité, elles vous font remarquer, elles disent votre position sociale. C'est presque comme un investissement sur soi-même pour accéder à un certain groupe social et avec un peu de chance ne plus galérer. L'idée, c'est un peu de faire semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Les jeunes Sud-Africains, héritiers d'une culture musicale riche, baignent aussi dans celle du hip-hop américain. Les chasseurs de basket, dans le pays le plus industrialisé d'Afrique, collectionnent et échangent des modèles du monde entier propulsés encore davantage en temps de confinement par les achats en ligne. Dans ce pays multiculturel, les baskets sont aussi une façon de s'exprimer et d'exprimer d'où l'on vient. Être un passionné de basket à Soweto, c'est vraiment cool. Simplement parce que quand tu portes les plus belles baskets, tu attires toute l'attention. Récemment, des entrepreneurs sud-africains se sont même lancés dans l'aventure, proposant des modèles créatifs. L'une de ces éditions limitées s'est vendue l'équivalent de plus de 20 000 € la paire. Acha a 19 ans et doit déjà subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Mariée à l'âge de 16 ans, elle a dû demander le divorce il y a 1 an. Devenir autonome et gagner sa vie est devenu une nécessité. Acha s'est donc mise à la conduite, un rêve ancien. Dans mon enfance, j'étais passionnée par les voitures. Je voulais devenir pilote un jour. Je ne pensais pas à chauffeur de taxi au départ. Mais quand la société Recap Taxi a été fondée l'année dernière, j'ai décidé de les rejoindre. Surtout qu'il n'y avait aucune femme à l'époque. J'y ai vu une belle opportunité. En Somalie, les femmes peinent à conquérir des droits et divorcer est très mal perçu. À son niveau, Acha tente de faire bouger les mentalités. Peu de femmes conduisent des voitures et le métier de chauffeur de taxi est habituellement réservé aux hommes. Le nombre de femmes chauffeurs de taxi était très faible à cause de l'insécurité. Mais depuis que nous avons lancé notre entreprise il y a 1 an, on recrute de plus en plus de femmes.
Aujourd'hui, l'entreprise possède 2000 taxis dans la capitale somalienne, Mogadiscio. 3 seulement sont conduits par des femmes. Le métier comporte d'énormes risques. La Somalie est plongée dans le chaos depuis la chute du régime militaire du président Siad Barre en 1991, suivi d'une guerre de chefs de clan et de la montée en puissance des Chebabs affiliés à Al-Qaïda. Sadiq est étudiant à l'université, il prend régulièrement des taxis. Au départ, il était surpris, voire gêné quand il a vu Acha derrière le volant. Ces derniers mois, j'utilise souvent cette compagnie de taxi. Et même si habituellement c'est un travail pour des hommes, aujourd'hui je préfère avoir une femme. Elles sont toujours à l'heure et elles conduisent beaucoup plus prudemment. Acha vit avec sa mère qui s'occupe de ses enfants pendant qu'elle travaille. Grâce à son nouveau métier, elle peut gagner jusqu'à $40 par jour, suffisant pour faire vivre sa famille, tout en revendiquant et en imposant une nouvelle place pour les femmes dans une société conservatrice.